Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. Je me trouve actuellement dans une partie de l'exposition permanente que je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter encore. Il s'agit de l'exposition Atomes et cristaux. Alors, c'est une exposition qui nous présente plus de 350 pièces de cristaux qui nous proviennent de partout à travers le monde. Donc, dans cette section-ci, c'est vraiment pas juste des minéraux qui sont originaires de la région, c'est vraiment d'un petit peu partout sur la planète. Alors, je vais faire le tour avec vous et je vais vous les présenter selon les différentes familles dans lesquelles ils se trouvent. Parce qu'il existe tellement de sortes de minéraux sur la planète. En fait, il en existe plus de 4000, que c'est impossible de tous les connaître par cœur. Alors, pour s'aider, on va les classer en différentes familles. Et pour ça, on s'inspire de leur forme moléculaire, entre autres, de leur composition chimique. Et grâce à ça, on va les classer dans différentes familles. Donc, ces familles-là sont représentées par différentes vitrines que l'on trouve ici dans l'exposition. Alors, je vais faire le tour avec vous de ces vitrines-là. Je vous invite à me suivre. Je me trouve présentement devant la vitrine des éléments natifs. Vous vous souvenez, durant une émission précédente, j'avais dressé le portrait de certains éléments natifs, entre autres l'or. Donc, on reconnaît dans cette vitrine-là ici différentes façons de présenter l'or, dans le bas ici, mais on voit aussi tous les autres éléments natifs. Pour vous rafraîchir la mémoire, un élément natif, en fait, c'est un élément qui est inclus dans le fameux tableau périodique en chimie physique, sauf que ces minéraux-là ont juste un élément à l'intérieur. Donc, c'est un condensé de cet élément-là qui est assez volumineux pour qu'on puisse le prendre dans nos mains. Et c'est très amusant de regarder la formule chimique, justement, de ces minéraux-là, parce qu'il n'y a qu'un seul symbole, soit AU pour or, par exemple. Alors que la plupart des autres minéraux, le symbole chimique, c'est plusieurs lettres là, qui s'allongent sur une très longue ligne. Dans ce cas-ci, c'est des éléments natifs, donc un seul élément qui compose la formule chimique. Alors, on voit ici au centre le cuivre. On voit dans la petite bouteille, c'est du mercure, donc le même mercure qu'on utilise pour les thermomètres. On reconnaît aussi le platine dans la petite bouteille. Le jaune, c'est le soufre. On reconnaît aussi l'argent, qui est un élément natif également. Et on reconnaît le numéro 6, c'est le diamant. Et aussi le numéro 2, le numéro 4, c'est-à-dire c'est du carbone, du graphite en fait. Et ce qui est intéressant à propos de ces deux derniers éléments-là, c'est qu'en réalité, c'est la même chose. Hein? C'est le même symbole chimique. Le graphite, c'est le C. Le diamant, c'est le C aussi. Donc, c'est formé de carbone. Qu'est-ce que c'est le carbone? J'en ai un exemple ici dans ma main. Le carbone, c'est plus communément, en fait, sous cette forme-là, c'est le minéral graphite. Graphite, d'ailleurs, qui vient du mot grec qui veut dire écrire, parce que c'est un minéral qui est assez tendre pour qu'on puisse écrire avec, littéralement, soit sur une feuille de papier, sur une roche, n'importe quoi. On peut le gratter avec l'ongle et ça nous salit les mains très facilement. Alors, c'est grâce à ce minéral-là qu'on fait nos crayons à mine, d'ailleurs. Nos crayons à mine, on dit... de façon naturelle, on dit crayon de plomb, parce qu'à une certaine époque, la mine de ces crayons-là était faite de plomb, mais aujourd'hui, on les fait avec du graphite parce qu'on s'est aperçu que le plomb était toxique. Donc, on a remplacé le plomb par le graphite. La même chose pour les balles de fusil, des choses comme ça. Donc, ça a été remplacé. Mais par usage, on dit encore crayon de plomb. Mais c'est bel et bien des crayons de graphite. Alors, vous vous dites, bon, le graphite, on en trouve vraiment partout, dans tous nos crayons. Ça vaut absolument la valeur de ça, c'est-à-dire elle est très, très basse. Donc, comment est-ce que ce minéral-là peut être la même chose que du diamant, peut être la même chose? En fait, c'est au niveau de la formation du carbone. Si le carbone a été soumis à des pressions extrêmes, une chaleur extrême à l'intérieur même du sein de notre planète, à ce moment-là, le carbone se cristallise et devient du diamant. Quand ça arrive, c'est des espèces de courants dans le magma à l'intérieur de notre planète. Donc, ces courants de magma-là vont très rapidement là, sous la planète, donc sont exercés à des pressions extrêmes et sont également très, très chauds. Et à un moment donné, ces courants-là vont venir pénétrer à l'intérieur de la croûte terrestre et vont refroidir à cet endroit-là. Mais comme il y a des cristaux de carbone qui ont été transformés en diamants, bien, ils vont rester emprisonnés à l'intérieur de ces cheminées, si on veut, de magma refroidi qu'on appelle kimberlite.
Alors, des kimberlites comme ça, quand on en trouve, on est très content parce qu'on sait qu'il y a des bonnes possibilités de trouver des diamants à l'intérieur. Donc, quand on trouve une kimberlite, soit qu'elle a été mise au jour par le passage d'un glacier ou par des forages, parce qu'on a trouvé certains minéraux indicateurs dans les environs, bien, à ce moment-là, on fait une mine, on creuse et on va aller rejoindre cette kimberlite-là qui est à l'intérieur de la croûte terrestre et on va exploiter le diamant qui est à l'intérieur. Alors, c'est de cette façon-là que se forme le diamant. Alors, il faut retenir, très bien important, que la mine de crayon, le diamant, c'est la même chose. C'est vraiment juste au niveau de la formation du minéral qui va donner soit un minéral très, très mou qu'on retrouve partout ou un minéral comme le diamant très, très dur, mais qui est extrêmement rare. C'est la rareté du diamant qui fait sa valeur très, très élevée. Et aussi le fait que c'est le matériel le plus dur sur la planète. Il n'y a rien de plus dur qu'un diamant. Sur l'échelle de dureté, il est placé à 10 comparativement au carbone là, qui est à 1. Mais en réalité, le diamant pourrait être placé à 20 tellement il est dur, mais comme il n'y a rien entre 9 et le diamant, bien, on le met à 10, mais en réalité, il est beaucoup plus dur que les minéraux qui sont à 9. Alors, c'est un minéral très, très dur. Mais par exemple, il y a quelque chose qui est particulier à propos du diamant, c'est au niveau de sa ténacité. Ténacité, c'est, si on veut, sa facilité à casser ou non. Donc, si on frappe un diamant d'une certaine façon, on peut arriver à le casser, non pas parce qu'il est mou, mais c'est à cause de sa structure moléculaire, si on veut. Parce que dans sa structure, toutes les molécules sont placées d'un même sens. Donc, c'est comme toutes des plaquettes l'une par-dessus l'autre. Donc, si on frappe dans le sens contraire, on va arriver à détacher ces plaquettes-là. Donc, on peut arriver à briser le diamant de cette façon-là. Par contre, en laboratoire, on arrive à créer un minéral encore plus dur que ça, c'est-à-dire qu'on utilise grosso modo la même formule que le diamant, mais au lieu de les placer en lamelles, on va les entrecroiser, ce qui fait que ça devient un minéral impossible à briser ou presque. Bon exemple de ça, c'est à l'intérieur des globes, pour nous éclairer, là, le petit fil qui relie... Le petit fil qui sert à nous éclairer est fait de ce minéral-là, si on veut, de ce minéral extrêmement solide, encore plus que le diamant. Alors, c'était les éléments natifs. On va se diriger maintenant vers la seconde famille. Alors, je me trouve maintenant devant la vitrine des sulfures. Dans l'émission précédente, si vous vous souvenez, je vous parlais du centre de la Terre qui était fait de métaux, donc de fer, des métaux lourds en fait. Les fers et les sulfures, c'est en fait la majeure partie de ce qui compose le noyau de notre planète, parce que ce sont des matériaux très, très lourds. On reconnaît la pyrite, la chalcopyrite, la stibine aussi, qu'on appelle antimoine. On reconnaît la galène qui est ici, la pyrite, encore une fois. Donc, ce sont tous des minéraux qui sont très métalliques. On le voit par leur éclat. Et si on avait possibilité de les peser aussi, on s'apercevrait que ce sont des minéraux très, très lourds. Une petite anecdote à propos de la stibine ou antimoine. En fait, le nom d'antimoine vient du fait qu'à une certaine époque, on croyait que la stibine réduite en poudre pouvait guérir certains maux. Et ça fait quand même plusieurs siècles de ça. Donc, on versait cette potion-là dans les breuvages. Mais on s'est aperçu à un moment donné que les gens mouraient de mystérieuses façons. On s'est aperçu en analysant que c'était l'antimoine qui les avait intoxiqués, donc la stibine. Et pourquoi antimoine? C'est qu'à un moment donné, il y a un monastère qui a été décimé. On croyait les soigner, mais en réalité, on les a empoisonnés. Donc, le monastère y a passé presque au complet. Donc, c'est pour ça que ce minéral-là porte le nom de antimoine. Alors, c'est ce qui compose, en gros, le centre de notre planète. Évidemment, on en trouve sur le pourtour de la planète, sur la croûte, mais en portions beaucoup plus infimes que ce qu'on pourrait trouver à l'intérieur. Je me trouve maintenant devant la vitrine des halogènes. Alors, c'est simple, cette famille-là contient surtout de la halite et de la fluorite. Alors, ce sont deux minéraux qui présentent une structure cristalline en forme de cube, bien souvent, et la lumière va facilement passer au travers. Donc, on dit que c'est transparent à ce moment-là.
Et ce qui est intéressant à propos de la halite, bon, j'en ai un très bel échantillon ici dans ma main. Donc, on voit la forme d'escalier. Alors, c'est pas moi qui me suis amusée à tailler le minéral avant l'émission, c'est sa forme naturelle. Donc, bon, il y a la forme d'escalier, mais si je prenais ce minéral-là et que je le cassais en petits morceaux, on s'apercevrait que le minéral se casse en cubes plus petits. Et si je prends un cube, encore une fois, que je le recasse à nouveau, il va se casser toujours en cubes de plus en plus petits. Alors, on appelle ça des clivages naturels. Donc, c'est des lignes des lignes de cassure, si on veut, là, qui sont à l'intérieur du minéral. Donc, c'est vrai pour la calcite, c'est vrai pour la halite dans ce cas-ci. Donc, ça va toujours se briser en cubes. Ce minéral-là, bon, peut-être que ça vous dit pas grand-chose, halite en forme de cube. Si je vous dis sel de table, à ce moment-là, ça vous allume plus de lumière. Eh bien, c'est du sel, carrément, du NaCl, la formule chimique. Alors, si on fait l'expérience à la maison de regarder du sel avec un microscope, on s'aperçoit que c'est plein de petits cubes. Et puis, d'ailleurs, si on fait l'expérience de prendre une petite montagne de sel et une petite montagne de sucre et qu'on pose la salière sur la montagne de sucre, la montagne va s'effondrer. Et si on met la salière sur la montagne de sel, la montagne va tenir. Tout simplement parce que plein de petits cubes ensemble, ça se tient. Alors que le sucre, c'est des petites boules. Alors les boules vont s'effondrer, ça se tient pas ensemble. Un autre fait intéressant à propos de la halite, Démocrite, qui était un savant là, de moins 400 quelques avant Jésus-Christ, et ça a été en fait, il étudiait les minéraux, puis ça a été l'un des premiers à définir le concept que toute la matière est formée d'atomes. Et comment il a compris ça? C'est qu'il avait une halite comme celle-ci et il l'a échappée. Donc, elle s'est cassée en petits cubes et il l'a recassée encore et s'est cassée encore en plus petits cubes. Donc, il a compris que la matière, la forme structurelle qu'on peut pas voir avec nos yeux de la halite était faite de cubes, mais des cubes de plus en plus petits. Donc, ça a été le premier à parler du concept d'atome, en fait, de structure moléculaire là, bien définie. Finalement, une dernière anecdote à propos du sel. À une certaine époque, les gens étaient payés en sel. Donc, il y avait des gens qui travaillaient dans les mines de sel, mais au lieu de se faire payer en argent, ils se faisaient payer en sel parce que c'était quelque chose qui valait beaucoup de sous à une certaine époque. Donc, on les payait en sel. Et d'ailleurs, le mot salaire vient du mot sel, parce qu'au départ, les premiers salaires, c'était on payait les gens avec du sel, carrément. Alors maintenant, c'est la vitrine des oxydes et hydroxydes. Alors, ce sont des minéraux qui sont aussi très métalliques, si on veut, un peu comme la famille là, des sulfures tout à l'heure, sauf que c'est davantage au niveau du fer là, qu'on voit que la structure est faite finalement. Donc, il y a 3 minéraux qui attirent particulièrement mon attention, soit l'hématite. Ici, l'hématite, c'est le minerai de fer, si on veut. Et le nom d'hématite est intéressant parce que si on étudie, c'est hématite. Héma, en grec, veut dire sang et id veut toujours dire pierre. Donc, pierre de sang. Si on fait un trait sur une plaque de porcelaine avec l'hématite, malgré que c'est une pierre grise, ça fait un trait rouge. Donc, pierre de sang, pierre rouge. Héma Québec, d'ailleurs, porte... le nom Héma Québec est inspiré de cette pierre-là. Et d'ailleurs, quand le métal va rouiller, ça donne la couleur rouge, couleur de rouille. Donc, c'est le fer rouille, donc c'est un peu... tout ça est un peu relié. Le second minéral qui attire mon attention, c'est le numéro 12. Ici, c'est de la magnétite. Magnétite, son nom l'indique, c'est un minéral qui est magnétique, mais de façon naturelle. Donc, la plupart des fers vont être attirés par un aimant, mais la magnétite, c'est un minéral qui est magnétique en lui-même. Donc, il va attirer les autres minéraux métalliques. Et finalement, le numéro 14, c'est de ce qu'on appelle de l'ilménite, je cherchais le nom. Donc, ilménite, c'est un minéral qui contient du titane. Et c'est particulier parce que l'ilménite, c'est une pierre qui est très, très noire. Mais quand on la réduit en poudre, on obtient le titane. Et le titane, c'est blanc. On s'en sert d'ailleurs, le titane, pour colorer les peintures blanches. Alors, c'est un peu paradoxal qu'un minéral noir comme ça donne de la peinture blanche, mais c'est pourtant le cas. Alors, je me trouve maintenant devant les nombreuses vitrines de la famille des silicates.
Je vous ai parlé lors de la dernière émission que le centre de notre planète était fait de matériel très, très lourd et le tour de matériel plus léger. Ce matériel plus léger-là, c'est toute la famille, justement, des silicates. C'est plus de 75 de la croûte terrestre qui est faite de silicates, justement, parce que c'est un matériel beaucoup plus léger. Alors, on va faire le tour un petit peu des vitrines parce qu'il y a de ces minéraux-là que vous allez sûrement reconnaître. Puis, il y en a certains que, juste par leur propriété, ça vaut la peine de connaître. Alors, on reconnaît ici le numéro 3 et le numéro 8. Ce sont deux minéraux qui sont assez particuliers à la région ici, c'est-à-dire les grenats et la vésuvianite. Ce sont des minéraux souvent qui vont se former près des formations où on retrouve de l'amiante, parce que ça se forme à peu près dans les mêmes conditions. On reconnaît aussi le topaze, qui est un minéral qui est très apprécié là, pour ses propriétés gémologiques. Et il y en a d'autres aussi qu'on va reconnaître. Mais celle que je considère la plus intéressante, peut-être au niveau wow, si on veut, c'est le numéro 1 ici, c'est de la labradorite. La labradorite, c'est un minéral qui va refléter la lumière de façon très particulière. Sur cet échantillon-là, on ne le voit pas très bien parce que la pierre n'est pas polie. Donc, à la caméra, c'est plus difficile. Mais j'ai un échantillon ici. Donc, la labradorite, elle est polie. Donc, à ce moment-là, on voit qu'il y a des arcs-en-ciel de couleurs à l'intérieur. Donc, c'est un peu comme s'il y avait une aurore boréale prisonnière à l'intérieur de la pierre. Et c'est d'ailleurs particulier parce que souvent, la labradorite, on va la retrouver dans les régions nordiques, comme au Labrador, justement, ou au nord du Québec. Donc, des régions nordiques renferment des aurores boréales dans leur ciel, mais également dans leurs pierres aussi. La seconde vitrine de la famille des silicates, c'est une vitrine qui peut être intéressante pour les gens de la région aussi, parce qu'on y retrouve les types d'amiante. Donc, toutes les amiantes, ce sont des silicates aussi. Alors, on reconnaît ici les formes fibreuses très caractéristiques de notre minéral chéri, le chrysotile. Alors, il y en a différents autres exemples, autant du chrysotile comme on retrouve ici, que des amiantes amphiboles dont la fibre est plus grossière, si on veut. Donc, c'est davantage des aiguilles plutôt que des petites poussières. Une autre vitrine, toujours dans la famille des silicates maintenant. Ce qui est intéressant à propos de cette vitrine-là, c'est peut-être les grandes plaques de minéral noir vitreux que l'on voit ici. Ça s'appelle du mica. Mica étant un nom générique pour toutes ces familles de minéral-là. On reconnaît la biotite et la phlogopite, en fait, tous des noms là, de famille de mica. Le mica, c'est un minéral qui est placé en forme de lamelles. Donc, on est capable de le détacher. Ça donne des feuilles très, très minces. Et avec ça, on peut faire toutes sortes d'applications. On peut le placer à l'intérieur des boîtes de conserve pour éviter que le liquide ne fasse rouiller le métal. On peut en mettre sur les lunettes solaires. On peut faire des plastiques acétates aussi avec ce mica-là. Mais aussi, on va le réduire en poudre et on va le mélanger à la peinture. Donc, ça va donner le fini lustré, fini brillant là, de certaines peintures. Alors, une autre vitrine de la famille des silicates toujours, mais cette vitrine-là contient des minéraux que vous avez peut-être déjà aperçus, parce que ce sont souvent ceux-là là, qu'on associe le plus les silicates. C'est toute la famille des quartz, en fait. Donc, on reconnaît les tranches d'agate, les fameuses géodes aussi, avec des cristaux de quartz à l'intérieur. On reconnaît aussi l'améthyste, quoique l'améthyste, on a tendance surtout à la voir sous forme de cristaux peut-être un peu plus gros, puis plus mauves aussi. L'exemple que l'on a ici en vitrine, les cristaux sont petits et plus mat. Fait que c'est peut-être moins facile de reconnaître ce minéral-là, quoique. Alors que de cette façon-ci, on le connaît très bien. On reconnaît aussi la citrine au numéro 6, la citrine qui ressemble beaucoup à l'améthyste, mais le minéral est jaune. Alors j'ai ici un exemple de cristal de citrine aussi qui est plus gros, qui est peut-être plus commun là, pour vous et les gens à la maison. Ensuite, on reconnaît le très beau cristal de quartz ici, soit dit en passant, qui est tout à fait naturel. Hein. C'est pas nous qui l'avons poli et taillé de cette façon-là, c'est la nature qui l'a fait. La pièce en arrière, c'est de l'opale. Opale qui est un minéral dans la famille du quartz aussi très bien connu. On reconnaît le chrysophrase, on reconnaît l'aventurine,
le fameux quartz rose et finalement le numéro 14 ici, le quartz fumé qu'on retrouve d'ailleurs dans la région ici, on retrouve de très beaux spécimens aussi de quartz fumé. Alors c'est encore une fois là, des minéraux qu'on peut retrouver sur la planète qui faisaient partie de la famille des silicates. Je suis maintenant devant la vitrine de la famille des carbonates. Le minéral le plus commun, je dirais, de cette famille-là, c'est la calcite. Calcite, la structure cristalline de la calcite, c'est un peu comme un rectangle qu'on aurait pris et qu'on aurait penché un peu sur le côté. On appelle cette forme-là parallélogramme. Donc, la calcite, sa forme cristalline pure, c'est le parallélogramme. Quoique, on dit que c'est le minéral caméléon, si on veut, parce que la calcite va prendre la forme du minéral à côté duquel elle va se former. Quoique la structure cristalline reste toujours la même, mais la forme extérieure peut changer. Alors, on voit différentes formes de calcite. Ici, l'espèce de stalagmite, c'est une calcite. L'espèce de rose des sables, c'est une calcite également. On reconnaît ici un très beau cristal avec la forme parallélogramme, mais c'est une calcite aussi qui est très, très translucide. Alors, elle peut vraiment prendre toutes sortes de formes bien spéciales. Par contre, dans cette famille-là, il y a d'autres minéraux que peut-être vous connaissez un peu à la maison qui ne sont pas par contre des calcites. Alors, on a ici une très belle pièce d'azurite. Donc, la rose est bleue. Rose et bleu. La verte et bleue, excusez-moi. Le vert, c'est de la malachite, mais on en a d'ailleurs une très belle pièce en haut ici, une malachite qui est sous forme rubanée. Elle est très jolie. Il y a une autre azurite aussi, plus en haut, mais qui n'est pas aussi... le bleu n'est pas aussi beau que celle-là ici. C'est de très belles pièces aussi de la famille des carbonates. Je suis maintenant devant la vitrine des sulfates. Les sulfates, le minéral le plus commun de cette famille-là, c'est le gypse. Alors, les 3 derniers étages, sauf pour le numéro 11, qui est de la célestine, alors ce sont toutes des sortes de gypse. Et le gypse, si on le réduit en poudre et qu'on le mélange avec d'autres matériaux, ça donne des panneaux de gypse. C'est la même chose que l'on utilise à la maison pour couvrir nos murs. Alors, c'est l'utilité de ce minéral-là, mais à la base, quand il est sous forme cristalline, c'est des minéraux là, tout à fait merveilleux à regarder. Et un autre minéral de cette famille-là qui est intéressant, c'est la barytine. Le numéro 4, on dirait un gros lingot d'or. Alors, c'est un minéral qui a une valeur très importante. C'est aussi un minéral qui est très, très lourd. Il y a une mine de ça qui est située dans le nord du Québec. Donc, c'est... la mine Niobec. Alors, cette pièce-là provient de cette mine-là. Donc, c'est de très, très belles barytes que l'on retrouve à cet endroit-là. Alors, c'est maintenant la vitrine des phosphates. Alors, dans cette famille-là, bon, ce sont de très, très beaux minéraux aussi, mais celui qui attire le plus mon attention, c'est le numéro 11 ici. C'est de l'autunite. L'autunite, ce qu'elle a de spécial, c'est que c'est un minéral radioactif. Mais par contre, quand on le regarde comme ça, on voit qu'il y a de beaux pigments jaunes à l'intérieur et c'est le cas de beaucoup de minéraux radioactifs aussi, d'avoir des pigments jaunes comme ça. Alors au départ, quand on utilisait ces minéraux-là, on les utilisait pour pigmenter les assiettes, la faïence, des choses comme ça, ou pour mettre dans les peintures, pour avoir des peintures jaunes. Sauf qu'on ne savait pas que c'était radioactif. Fait que les gens développaient des problèmes de santé sans trop savoir pourquoi. Mais à un moment donné, on s'est aperçu que ces minéraux-là étaient radioactifs et que ça présentait potentiellement des problèmes pour la santé. Alors, j'ai ici, pour vous démontrer cela, un petit appareil qu'on appelle un compteur Geiger. Le compteur Geiger sert à mesurer les particules radioactives. Parce que les particules radioactives, là, ça passe à peu près à travers tout. Quoique cela ici n'est pas tout à fait assez radioactif, là, ma machine ne le détecte pas. Mais j'ai par contre ici un minéral, c'est de l'uraninite, donc du minerai d'uranium. Vous comprendrez pourquoi je le manipule dans une boîte de plastique. Non pas parce que ça empêche les particules de passer au travers. Vous allez voir avec l'expérience, ces particules passent au travers sans problème. Mais si je manipulais directement avec mes mains, j'aurais des particules radioactives qui resteraient coincées dans mes pores de peau, que même après un lavage, ces particules-là resteraient là. Donc, à la longue, ça pourrait créer des problèmes. Alors, c'est pour ça que les animateurs du musée le manipulent dans cette boîte-là. Alors, j'appuie sur mon bouton. La petite lumière allume ici. Donc, c'est une particule radioactive qui entre dans la machine. On va très bien l'entendre. Alors, voilà. Je ne sais pas si on arrive à bien l'entendre.
à la télévision, mais c'est la partie jaune du minéral ici qui est l'uraninite, parce que par-dessus, même si je fais l'expérience, par-dessus, c'est pas du tout radioactif, c'est vraiment la partie jaune en dessous qui est radioactive. Alors, évidemment, c'est très peu radioactif parce qu'on ne permettrait pas aux gens de le manipuler comme ça, mais c'est quand même suffisant pour être détecté par la machine. Alors, la dernière famille de minéraux, normalement, ça devrait être une vitrine de minéraux organiques qu'on appelle, comme par exemple le corail ou l'ambre. L'ambre qui est la sève d'un arbre fossilisé. Mais par contre, on n'a pas, la collection du musée n'avait pas de spécimens assez importants là, pour faire une vitrine à l'époque où l'exposition a été montée, ce qui fait qu'on vous présente à la place une partie de notre collection de pierres gemmes. Les pierres gemmes, c'est les pierres qui sont appréciées pour leur beauté, entre autres. On en fait des bijoux, des sculptures ou des pièces décoratives. Donc, on divise les pierres gemmes en 4 catégories. Première catégorie, c'est les pierres précieuses. Il y a seulement 4 pierres précieuses sur Terre: le diamant, l'émeraude, le saphir et le rubis. Donc, l'autre catégorie, c'est les pierres fines, donc topaze, améthyste, grenat. Finalement, les pierres décoratives, turquoise, jade, lapis, lazuli. Et finalement, les pierres ornementales, c'est davantage le granit, le marbre, des choses comme ça. Alors, ça vous donne une bonne idée. Une image vaut 1000 mots. Ce sont de très belles pièces. J'espère que vous avez apprécié visiter cette exposition-là. Pour en savoir davantage, venez la voir directement ici au musée. Vous allez avoir un meilleur aperçu. C'était Geneviève Claverroy pour l'émission Le Musée m'amuse.